Bonjour à toutes, bonjour à tous, en route sur les chemins de la philosophie avec une idée. L'opinion a toujours raison, puisqu'elle n'est jamais affaire de vérité. C'est mon opinion, c'est la vôtre, libre à nous de penser ce que nous pensons, et même si nous ne sommes pas d'accord, nous aurons tous les deux raison d'exprimer notre opinion. Mais cette opinion, votre opinion, d'où vient-elle? Pourquoi est-ce la vôtre? Comment a-t-elle germé dans votre esprit? Et la réponse à cette question, est-ce que ce sera la vérité ou encore votre opinion? Peut-on, sur l'opinion, donner autre chose que son opinion? On ne s'en sort pas. Il s'agit d'un sondage là d'Antenne 2. Êtes-vous pour ou contre les sondages? Je suis contre les sondages. Et alors, deuxième question, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou n'accepteriez-vous pas de répondre? Oh, je n'accepterai pas de répondre. Dans tous les cas? Dans tous les cas. À aucun sondage. Alors, je note vos deux réponses. Première question, êtes-vous pour ou contre les sondages? Contre. Alors, deuxième question, si vous étiez interrogé pour un sondage, accepteriez-vous de répondre ou pas? Non. Vous refuseriez? Dans tous les cas? Dans tous les cas. Pour n'importe quel sondage? Pour n'importe quel sondage. Je note, monsieur. Je suis contre les sondages. Contre les sondages. Et dans le cas d'un sondage, est-ce que vous accepteriez de répondre ou non? J'accepterais de répondre, mais je trouve que les sondages sont faux. Donc, en fait, vous n'accepteriez pas de répondre? Non. Bonjour Luc Blondiot. Bonjour. Êtes-vous pour ou contre les sondages? Ah, bonne question. C'est la question Ni pour, Stéphane ni contre. Collaro. Hein. Sans opinion. Ouais. Sans opinion. Sans opinion, agnostique sur cette question. Et pourtant, vous avez beaucoup travaillé sur la question. Vous êtes l'auteur de La Fabrique de l'opinion, une histoire sociale des sondages aux éditions du Seuil. Plus récemment, Le Nouvel Esprit de la démocratie, un ouvrage sur la démocratie participative qui s'intéresse quand même au mode de participation des citoyens au sein de la démocratie. Est-ce que les sondages sont un bon moyen de prendre la mesure, de mesurer, de prendre le pouls de ce qu'on appelle l'opinion? Eh ben, après un processus historique assez long, ils ont réussi à se faire reconnaître comme tels. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, en utilisant par exemple des images comme celle de thermomètre, de baromètre, la notion même de sondage est une notion scientifique. Hein, on fait donc des sondages dans le sol, à se faire reconnaître comme le seul instrument scientifique de mesure de l'opinion. On parle aussi de mesure de l'opinion. Et en fait, ce processus historique assez lent qui a réussi à finalement à imposer cette idée que l'opinion était quelque chose de mesurable. Il est résumé par une phrase apocryphe du fondateur des sondages, George Gallup, qui disait les sondages, l'opinion publique, c'est ce que mesurent les sondages. Hein, donc une définition purement opérationnelle de l'opinion publique. Donc les sondages à la fois mesurent l'opinion publique, mais la créent. Absolument. Par la même occasion. Absolument. Il y a finalement une définition qui s'est imposée face à toutes les autres. Hein, on pouvait dire qu'autrefois l'opinion publique était portée par ce qu'on appelle les leaders d'opinion, c'est-à-dire les intermédiaires, les gens qui avaient le droit de parler au nom de l'opinion. Aujourd'hui, on a une forme de métrique de l'opinion à travers les sondages, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle s'est rendue presque incontestable. Elle continue d'être critiquée. On continue d'en voir les défauts, on continue de remettre en cause ses performances, mais on ne discute plus le fait que ce qu'elle mesure a à voir avec l'opinion publique. En clair, la question, c'est de savoir est-ce qu'une opinion publique existe en dehors des sondages, ou est-ce que l'opinion publique n'est que le résultat des sondages eux-mêmes? L'opinion publique, c'est toujours une construction. C'est une construction qui met en évidence des modes d'objectivation, qui effectivement suppose finalement qu'on s'entende conventionnellement sur des dispositifs qui effectivement font exister cette opinion publique. L'opinion individuelle, on peut finalement la cerner en discutant avec un individu dans un café. On peut effectivement recueillir son opinion individuelle, et on peut aussi considérer qu'en recueillant l'opinion de 1000 individus en respectant les règles de la loi des grands nombres et de l'échantillonnage statistique, on a quelque chose qui ressemble à l'opinion publique, mais c'est une forme de coup de force d'un certain point de vue. Est-ce qu'on peut distinguer l'opinion d'un côté, exprimer son opinion, de l'opinion publique? Parce qu'en fait, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il suffit-il d'agréger différentes opinions individuelles pour obtenir ce qu'on appelle l'opinion publique? Oui, alors l'opinion publique sondagière, l'opinion publique des sondages fait ce travail. C'est-à-dire qu'elle recueille, elle collecte, elle utilise encore une image, hein, cette image de la collecte, comme si les opinions étaient là, comme des fleurs dans un champ, et qu'il suffisait de les collecter. Le simple fait, finalement, d'interroger un individu met en jeu la manière dont on l'interroge, met en jeu tout un grand nombre d'implicites sur la forme que doit avoir l'opinion et que doit avoir sa réponse,
réponse. Et c'est ça finalement qui m'a intéressé quand je parle de fabrique de l'opinion. C'est comment cette standardisation du mode de recueil des opinions individuelles qui renvoie finalement à une industrialisation de l'opinion relevait d'une fabrique ou d'un processus de construction. Alors elle commence quand cette fabrique? Les premiers sondages, ça a lieu quand? Alors il y a à la fois une préhistoire et il y a une histoire. L'histoire, elle commence en 1935, lorsque dans certains journaux américains, des hommes comme Gallup développent l'idée selon laquelle on a affaire là à un baromètre qui va permettre d'interroger l'opinion publique dans l'intervalle entre les élections. Mais aux origines de cette technique, il y en a plusieurs autres. Il y a par exemple les techniques statistiques inventées à la fin du XVIIIe siècle et qui repose sur le principe de l'échantillonnage. Il y a aussi quelque chose qu'on sait moins, c'est qu'en fait le sondage d'opinion est le fils aîné des études de marché. Les études de marché, et en fait George Gallup c'est un homme de marketing, et ceux qui inventent les sondages sont les hommes du marketing, et ils font le pari qu'on va pouvoir comprendre les comportements politiques, la production des opinions politiques de la même manière que l'on cherche à étudier les comportements d'achat. Et Paul Lazarsfeld, un des pères fondateurs de cette industrie du sondage, dira je me fais fort d'étudier le vote socialiste de la même façon que j'étudie l'achat d'un savon ou d'une plaque de chocolat, parce que finalement les mêmes technologies peuvent servir dans les deux hypothèses. Dans un article du Washington Post du 20 octobre 1935, on lit ces lignes. Il y a plus de 44 ans, en 1891, James Bryce, l'une des grandes autorités en matière de politique américaine, écrivait prophétiquement « La faiblesse évidente du gouvernement par l'opinion et la difficulté d'établir objectivement cette dernière ». Bryce n'avait pas prévu la machinerie de America Speaks, le sondage national hebdomadaire de l'opinion publique, mais il avait prédit qu'une méthode d'enregistrement du sentiment public sur les questions du jour serait inventée. En quelques lignes ici journalistiques, Loïc Blondiau, on a énormément en fait de contenu pour réfléchir à ce que sont les sondages. Oui, ce que fait Bryce est tout à fait étonnant. Il prophétise finalement. Alors James Bryce, donc... James Bryce, c'est un Anglais, c'est l'équivalent anglais de Tocqueville, qui va publier plusieurs volumes sur la démocratie américaine dans les années 1880, et dans ses ouvrages qui sont beaucoup mieux connus dans le monde anglo-saxon qu'en France, il va développer toute une théorie de l'opinion et aussi une analyse qui tente à montrer qu'aujourd'hui l'opinion public est devenu la force principale dans les démocraties contemporaines, et qu'il est essentiel que les acteurs politiques soient en mesure d'y avoir un accès simple, et il pense finalement ce que sera le sondage une quarantaine d'années après, c'est-à-dire une manière de saisir l'opinion publique en temps réel dès que l'homme politique a un choix à faire. Et ce que montre Bryce, c'est quand même très étonnant, c'est que là, on a quelque chose comme une rupture avec les attendus de ce qu'est le gouvernement représentatif, dans lequel les élus sont supposés finalement être plus sage, être plus compétent que le reste de la population, et donc pouvoir gouverner sans l'opinion. Le présupposé principal du gouvernement représentatif, de ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est cette idée que finalement les jugements qui seront produits par les représentants pourront aller dans le sens de l'intérêt général avec beaucoup plus de probabilité et de certitude que si on demandait à l'opinion publique elle-même de se prononcer. Donc il y a une opération de substitution fondamentale qui est au cœur de notre régime politique, et James Bryce, d'un certain point de vue, transgresse cette idée en disant non, ça suffit pas, les gouvernants doivent pouvoir savoir ce que pense l'opinion pour pouvoir finalement ajuster leurs décisions. Mais là on est déjà dans une distinction entre les gouvernants d'un côté et le peuple de l'autre. Or, même si on reste sur la question des sondages, pour réfléchir à celle de l'opinion, la question se pose justement de savoir si même les instituts de sondage ne seraient pas eux-mêmes l'expression d'une opinion. En clair, on pourrait très bien considérer que les sondages, c'est l'opinion qui teste l'opinion indépendamment des gouvernants.
Oui, absolument. Alors bon, ça c'est la question finalement de qui est légitime à poser les questions. C'est une question que Bourdieu avait formulée en son temps, qui consistait finalement à dire les questions que les sociétés de sondage ou les instituts de sondage posent aux Français ne sont pas forcément les questions que tout le monde se pose, et donc il y a un processus qui est un processus d'imposition de problématiques. En fait, l'agenda des sondages et les questions qui sont posées à chacun finalement sont celles qui préoccupent les catégories et les groupes dominants de la population. Et en fait, il n'est pas sûr que ce soit les mêmes questions qui préoccupent véritablement l'ensemble des Français. Écoutons Pierre Bourdieu, c'était le 16 janvier 1986 sur Antenne 2. Le problème du sondage, c'est que on ne peut pas en lui-même, enfin ça n'a pas de sens d'en dire du bien ou du mal. Et souvent les gens posent le problème comme ça, est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Bon. En fait, ça serait une question de sondage, c'est une question idiote. Bon. Et un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, bon, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Bon, alors comme les gens sont polis, en général ils répondent, et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, enfin, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts. Même quand ils répondent, leur réponse ne peut avoir aucun sens, parce que n'importe qui peut dire oui ou non, c'est à la portée de n'importe qui, même à une question qu'il ne comprend pas ou qu'il ne se pose pas. Bonjour monsieur, je fais un sondage d'opinion pour la Sofres. J'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, je vais me permettre de vous demander quelle est votre profession, parce que j'ai des catégories socio-professionnelles à respecter. Agent de vente, c'est-à-dire représentant pour des maisons de confection. Très bien, donc je vais me permettre de vous poser quelques questions. C'est sur des sujets d'actualité. Si la gauche unie, Parti communiste, Parti socialiste et radicaux de gauche gagnaient les prochaines élections et arrivaient au pouvoir, est-ce qu'à votre avis, elle ferait mieux, pareil ou moins bien que la majorité actuelle pour assurer la sécurité et l'indépendance de la France? Moins bien. Pierre Bourdieu, suivi de questions de l'enquêtrice de la Sofres en 1973. C'est sur France Culture que vous écoutez ça, sur les chemins de la philosophie. Il est 10h12. Nous parlons de l'opinion cette semaine et aujourd'hui de la fabrique de l'opinion, à partir notamment de la question des sondages, en compagnie de Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'auteur d'un ouvrage intitulé La fabrique de l'opinion, paru au Seuil. Ce que dit Bourdieu est très intéressant et assez finalement intuitif aussi, Loïc Blondiot. C'est qu'en fait, le problème des sondages, c'est qu'ils, leurs questions sont toujours biaisées, sont toujours elles-mêmes le fruit de constructions implicites, et en ce sens, la réponse à ces questions n'a aucune valeur scientifique. Ce n'est que la construction, pour le coup, vraiment, d'une opinion par ceux qui détiennent les clés du pouvoir qui lui-même produit l'opinion. Alors j'irai pas jusque là, c'est-à-dire que de dire qu'elle n'a aucune valeur scientifique, c'est, me semble-t-il, faire abstraction du fait que à partir du moment où on sait comment elle a été construite, ce que produit cet instrument particulier de connaissance a une signification, c'est-à-dire que, mais il ne faut pas lui prêter autre chose que ce que cet instrument peut donner. En l'occurrence, d'un certain point de vue, on peut faire l'analogie que fait Pierre Bourdieu d'ailleurs avec le vote. Le vote, d'un certain point de vue, est une construction qui est extrêmement contraignante sur l'opinion de l'individu. L'offre est particulièrement délimité, on ne permet pas finalement à l'électeur d'exprimer les nuances de sa pensée, et néanmoins ça a une signification. In fine, on peut lui prêter une signification politique. Et puis on peut poser la même question dans les mêmes conditions à différentes reprises et essayer de comprendre finalement les évolutions des réponses. Donc moi je n'irais pas jusqu'à dire que ça n'a aucune signification
simplification. Simplement, c'est un dispositif de mesure qui repose sur des conventions, qui repose sur des implicites, qui repose sur des principes et qui, d'un certain point de vue, produit une information relativement pauvre sur ce que les gens ont dans la tête, puisque finalement on les oblige à passer sous les fourches codines et à rentrer dans des cases. De certaines contraintes. Voilà, c'est vraiment un dispositif de standardisation. C'est une forme de production assez industrielle d'opinion publique. Il est clair, néanmoins, qu'on ne peut pas faire des entretiens approfondis avec chaque citoyen pour savoir d'où vient son opinion publique, d'où vient son opinion individuelle, quelles en sont les nuances, quelles sont les questions qui le préoccupent le plus. Ça devient beaucoup plus compliqué. On ne peut plus produire là, à partir de cela, le type de synthèse qu'offrent les sondages. D'autant qu'il faut ici garder en tête la distinction entre l'opinion d'un individu et ce qu'on appelle l'opinion publique, qui elle-même est le fruit de ces sondages. Mais malgré toutes ces imperfections qui font qu'on est peut-être que l'opinion que l'on prétend refléter à travers les sondages n'est jamais que construite par les sondages eux-mêmes, parfois ces sondages ont raison. Parfois, ils nous aident à prévoir ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette réalité, Loïc Blondiau ? Oui, alors les sondages. On parle des élections, on sort d'une période d'une année électorale. Bien souvent, les sondages à la veille des élections donnaient quasiment exactement le résultat qui allait sortir le lendemain. Oui, parce que finalement, il y a une très forte analogie entre la technique du sondage et le suffrage universel. C'est-à-dire que là, on a bien dans le suffrage universel des opinions individuelles qui sont très simples, très précises, qui sont clairement formulées, et on peut finalement, calquer la logique du suffrage de la logique du sondage sur la logique du suffrage. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Si vous vouliez saisir toutes les nuances de l'opinion publique sur des sujets infiniment plus complexes, qui supposent autre chose que des alternatives simples, à ce moment-là, le sondage, d'un certain point de vue, est obligé de faire des choix pour pouvoir rendre les réponses équivalentes et les opinions auxquelles elles renvoient comparables, est obligé de faire des choix qui simplifient très grossièrement la réalité. Oui, mais à partir du moment où ils ont raison, peu importe finalement. Oui, les sondages préélectoraux, bien sûr. Ce qu'on leur demande. Voilà, absolument. Là, pour le coup, mais le sondage préélectoral ou le sondage d'intention de vote est une modalité tout à fait spécifique du sondage. Moi, je pense à tous ces sondages d'opinion qui essayent finalement de savoir ce que pensent les Français de telle ou telle question. Alors Bourdieu, lui, va encore plus loin puisqu'on lui a donné la parole. Restons avec lui un instant. Il écrit ceci. Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion, ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. Et deuxième postulat, on suppose que toutes les opinions se valent. Je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien, et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. Quelle provocation! Loïc Blondiau. Bourdieu dit bien, toutes les opinions ne se valent pas et il n'est pas à la portée de tout le monde que d'avoir une opinion. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qui a valu à Pierre Bourdieu des critiques en blasphème antidémocratique, c'est-à-dire effectivement de remise en cause des deux présupposés fondateurs de la démocratie et du suffrage universel. Si on creuse, l'idée que toutes les opinions se valent, ce que dit Pierre Bourdieu, c'est que dans la société, ça n'est pas vrai. Or, du contexte spécifique du sondage et du suffrage universel, toutes les opinions ne se valent pas. Il y a des acteurs qui ont plus d'influence que d'autres. Les opinions mobilisées, c'est-à-dire les opinions organisées, pèsent plus que d'autres sur la décision. Si on prend comme définition de l'opinion publique cette opinion qui compte au regard des gouvernants, aux yeux des gouvernants, celle qui a une force politique, on s'aperçoit finalement que dans la vie réelle, il y a des opinions qui ont plus d'impact et ont une probabilité beaucoup plus forte d'être entendues et rendues visibles que d'autres. Ça, c'est la première remarque. Et sur l'idée selon laquelle tout le monde a une opinion sur tous les sujets, certes, c'est finalement un des postulats sur lequel reposent les sondages
comme l'un des postulats sur lesquels repose la démocratie et le suffrage universel, c'est Protagoras d'un certain point de vue. C'est l'idée que finalement, en démocratie, chaque citoyen a un égal accès à la justice et à la capacité de produire du jugement politique. Bourdieu, lui, raisonne, me semble-t-il, en sociologue, quand il en fait une question de fait. Lorsque l'on finalement sonde la population, lorsque l'on sonde les gens, on s'aperçoit que certaines catégories sociales ont une probabilité moins forte de s'intéresser aux affaires publiques, aux affaires politiques. Il mentionne les femmes, il mentionne les catégories populaires, qui effectivement n'ont pas forcément la même probabilité d'avoir des opinions sur les questions politiques que les autres catégories. Ce qui produit, dit-il, un artefact, ce que les anglo-saxons appellent des pseudo-opinions, c'est-à-dire que, certes, des sondages peuvent recueillir des réponses à des questions qu'ils ont posées à des individus, mais ces réponses n'ont peut-être pas de valeur politique puisqu'elles ne reposent pas sur une compréhension réelle et sur une information réelle de la question. Donc finalement, le grand reproche qui est fait par Bourdieu et un certain nombre de ceux qui se sont engouffrés finalement dans cette critique forte, qui a eu un impact majeur des sondages d'opinion en France, c'est l'idée qu'en fait le sondage mélange des torchons et des serviettes. C'est-à-dire mélange des réponses qui reposent réellement sur des convictions, sur de l'information, et d'autres finalement qui ne sont que des réponses assez complaisantes qui ont été faites. Alors aujourd'hui, le mécanisme est renforcé parce qu'il y a des sondés professionnels. Maintenant, on ne tape plus à la porte des gens pour avoir des réponses, ou on ne leur téléphone plus, mais on leur demande de s'inscrire sur des listings de panélistes qui sont relancés. Et maintenant, finalement, le fait d'avoir des opinions vous permet de gagner des points et de gagner de l'argent. Donc, ce mécanisme risque d'être encore renforcé par cette transformation majeure, me semble-t-il, des échantillons de sondage. Les propos de Bourdieu, en outre, intérêt, c'est de fournir une définition peut-être inattendue de l'opinion. Sur l'échelle de la connaissance, l'opinion est très basse. En fait, la connaissance, le domaine de la vérité, qui se situe sur la hiérarchie, au sommet de l'échelle. L'opinion est vraiment le premier degré. J'ai une opinion, je dis ce que je pense, je donne mon avis. C'est pas forcément le fruit d'une réflexion, le résultat d'un savoir acquis auparavant. Ce que dit Bourdieu lorsqu'il dit que ce n'est pas à la portée de tout le monde que d'avoir une opinion, c'est l'inverse. C'est donc que l'opinion nécessite un certain savoir, nécessite une certaine distance, peut-être critique vis-à-vis de ce qui se passe, une certaine connaissance précise des choses pour pouvoir exister. On ne naît pas avec une opinion, quoi qu'il arrive. On se la construit, il faut avoir les moyens de la construire. Ah, ça, c'est un des enjeux majeurs de la vie démocratique. C'est-à-dire que le citoyen en démocratie doit faire l'effort de se construire une opinion, de se la forger, de se la former par différents moyens, par des dispositifs d'éducation, d'instruction, par l'information et surtout par la délibération. Et en fait, cette délibération, cette discussion collective, elle était au cœur finalement des définitions de l'opinion publique qui prévalait avant l'introduction des sondages d'opinion. On ne pouvait pas concevoir l'opinion publique autrement comme un processus au cours duquel les individus finalement en échangeant, en acquérant de l'information, finissaient par produire un jugement qui là avait une valeur politique particulière. L'opinion en démocratie, elle devrait être d'abord une opinion délibérée, une opinion construite à l'issue d'un processus de formation du jugement. Et ce qui est au cœur finalement de l'idéal démocratique, c'est la mise en place des conditions de cette délibération, c'est-à-dire des conditions par exemple de liberté de l'information, de pluralisme de l'information qui permet de se former une opinion. On ne peut pas dire que les opinions qui sont produites, y compris les opinions individuelles et donc l'opinion collective, dans un contexte de non-pluralisme de l'information, puissent avoir une vraie valeur démocratique. Et puis aussi, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est cette idée de démocratie délibérative, c'est-à-dire que avant d'arriver à une décision, d'arriver à un jugement collectif, d'arriver à ce que l'on pourrait appeler une stabilisation de l'opinion publique, il faut impérativement qu'il y ait eu auparavant un processus
le plus largement ouvert, au cours duquel les citoyens aient pu échanger des arguments afin de se faire une opinion propre et de contribuer à l'opinion collective. Et on voit bien à quel point le sondage se distingue de cette situation, puisque le sondage peut finalement collecter à froid sans avoir vérifié véritablement qu'il y a eu ce type de délibération, de discussion collective, ce qu'on pourrait appeler des réactions immédiates à un sujet qui n'ont pas eu le temps véritablement d'être délibérées et formées. Et là, on est dans l'enjeu de l'opinion publique comme processus démocratique indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Si on laisse les sondages de côté un instant, Loïc Blondiau, qu'on s'intéresse aux origines même de l'apparition de ce qu'on appelle l'opinion publique en démocratie, il faut remonter 100 ans avant les premiers sondages dont vous parliez, George Gallup. C'est un texte d'Alexis de Tocqueville, donc on est en 1830, dans De la démocratie en Amérique. Tocqueville observe la démocratie américaine, observe le processus de nivellement qui en découle nécessairement, à savoir qu'il y a une forme d'égalité, certes, mais aussi comme d'affadissement de chacun des citoyens, qui se désintéresse progressivement de la vie politique, puisque finalement chacun peut voter, mais une fois qu'il a voté, eh bien c'est au représentant d'agir pour lui, il n'a plus rien à faire. Et ce processus démocratique conduit à ce qu'il appelle une forme de tyrannie, une tyrannie de l'opinion publique, puisque en démocratie, c'est la majorité qui décide. Or, si c'est la majorité qui décide, la minorité ne décide pas, et on reconduit ici la logique propre à la tyrannie. Écoutez ce texte. Qu'est-ce qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions, et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. Et ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garanties qu'on y trouve contre la tyrannie. Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse? À l'opinion publique? C'est elle qui forme la majorité. Au corps législatif? Il représente la majorité et lui obéit aveuglément. Au pouvoir exécutif? Il est nommé par la majorité et lui sert d'instrument passif. À la force publique? La force publique n'est autre chose que la majorité sous les armes. Au jury? Le jury, c'est la majorité revêtue du droit de prononcer des arrêts. Les juges eux-mêmes, dans certains États, sont élus par la majorité. Quelque inique ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il faut donc vous y soumettre. Rien n'est perdu. Vous faites partie de ceux qui osent. Si on regarde en détail la courbe de vos chiffres, vous jouissez d'une belle notoriété. On va vérifier votre sphère d'influence, si vous le voulez bien. On est loin du compte. Il vous faut un coup de pouce. En termes de qualité, il y a moyen de booster votre profil. L'idéal serait d'être bien noté par des profils vraiment haut de gamme. Les influenceurs. Impressionnez ces gens hautement qualifiés, vous gagnerez rapidement des points. Et voilà un extrait de la série Black Mirror, le premier épisode de la saison 3, où on a c'est une société dystopique où chacun peut juger l'individu qu'il a en face de lui grâce à une application sur son téléphone, et finalement chacun devient juge de chacun. On est ici dans une tyrannie de l'opinion qui est d'autant plus terrible qu'il ne s'agit pas simplement de la majorité comme en démocratie, tel que le décrit Tocqueville, mais une tyrannie de l'opinion de chacun contre chacun. Reste à savoir si l'opinion n'est pas toujours tyrannique. On y viendra, Loïc Blondiau. Dans le texte de Tocqueville, finalement, c'est ça qui préfigure l'épisode de Black Mirror. C'est ce qui est bien montré, c'est que de toute façon, l'opinion dite publique est toujours l'expression des plus puissants ou des plus nombreux, et que, en ce sens, elle n'est jamais représentative de l'opinion individuelle. Et en ça, c'est d'emblée tyrannique.
Oui, c'est vraiment l'un des passages les plus frappants du premier volume de la démocratie en Amérique. Il y a une idée forte en fait derrière cette idée de tyrannie de la majorité ou de tyrannie de l'opinion. C'est l'idée selon laquelle en démocratie, et en l'occurrence dans la démocratie américaine, tous les intermédiaires, toutes les élites finalement ont disparu. C'est-à-dire que les élites aristocratiques, les élites de talent, celles vers lesquels les citoyens allaient pour prendre conseil éventuellement, pour s'inspirer, ont été éliminés, ce qui fait que on se trouve dans une sorte de face-à-face entre l'individu et la majorité. La majorité est devenue la seule instance de référence, la seule instance de confiance. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire pour penser autrement la réalité que la manière dont la pense la majorité. C'est ça qui finalement contribue à rendre l'individu extrêmement fragile. Il ne peut pas finalement se reporter vers d'autres autorités que celles de la majorité. Donc ça, c'est un point tout à fait important. Mais Tocqueville dit autre chose qui me paraît là aussi très important dans son regard très ambivalent, très paradoxal sur la démocratie. Il dit aussi que dans la démocratie américaine, il y a des institutions, des mécanismes, mais aussi des habitudes et des valeurs qui permettent de contrecarrer ce mécanisme. En fait, la solution à cette tyrannie de la majorité, c'est la capacité que le citoyen a de s'engager individuellement en politique, de s'engager au niveau local notamment pour défendre ses droits contre l'omnipotence de cette majorité. Et en fait, la démocratie est capable de sécréter ses propres antidotes en permettant aux citoyens de se mobiliser. Il y a une forme, ça tout le monde le sait, de Tocqueville républicain qui valorise beaucoup la participation individuelle, qui valorise beaucoup l'association, qui valorise beaucoup la démocratie locale, qui valorise beaucoup le jury et en fait le drame naît lorsque, et ça ce sont les passages non moins célèbres du second volume de la démocratie en Amérique, c'est le drame naît lorsque le citoyen abandonne tout intérêt pour les affaires publiques, se replie sur sa sphère privée, sur ses petits intérêts et sur sa famille, et à ce moment-là, il devient le jouet, le sujet de cette tyrannie. Le despote doux dont il parle dans le second volume de la démocratie en Amérique, ça peut être soit la majorité, soit une puissance qui se revendique de la majorité. Donc il y a cette double dimension d'assujettissement à l'opinion publique, mais aussi de possibilité de résistance à cette opinion publique par l'action individuelle et collective. Si on applique ce que dit Tocqueville aujourd'hui, il y a effectivement deux façons de lire ce qu'il dit. D'un côté, de constater que nous sommes dans une démocratie où nous votons au suffrage universel, nous avons élu un président. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une majorité absolue, ce qui fait que beaucoup de personnes ne se sentent pas représentées et on appelle à une forme d'opposition et vivent l'expression de la majorité comme une tyrannie. Et de l'autre, on peut aussi appliquer ce que dit Tocqueville avec ce despotisme doux dont vous parliez. Effectivement, ce texte est très très beau. On peut voir l'expression de ce despotisme peut-être plus doux, moins apparent, dans l'expression de chaque opinion au sein des réseaux sociaux, qui laissent penser que chacun a un droit de parole, que chacun est libre, peut librement exprimer son opinion. Or, que se passe-t-il dans ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou autre? C'est que finalement, on retrouve ici l'expression d'une majorité, d'un conformisme, dirait Tocqueville, qui exerce tout autant une forme de despotisme sur chaque individu. On ne se sent pas autorisé à penser exactement comme on pourrait le faire de manière absolument libre. Oui, il y a des analogies très fortes. Et effectivement, l'un des traits communs, et j'y reviens pour y insister, c'est l'affaiblissement des intermédiaires. Autrefois, le rôle que jouaient les journalistes, les critiques, les autorités intellectuelles, voire même les scientifiques sur un certain nombre de questions qui étaient en position de ce que l'on appelait
de gatekeepers. C'était eux qui sélectionnaient l'information, qui faisaient le départ entre la vérité et l'erreur. Finalement, l'affaiblissement de ces intermédiaires, la défiance dont ils sont l'objet, conduit à ce que le nombre, le nombre de likes qui contribuent finalement à faire monter sur les sites certaines informations contribuent à cette forme de tyrannie de la majorité dont parlait Tocqueville. Sous le gouvernement absolu d'un seul, le despotisme, pour arriver à l'âme, frappait grossièrement le corps. Et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. Elle laisse le corps et va droit à l'âme. Le maître n'y dit plus « vous penserez comme moi ou vous mourrez », il dit « vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles. Car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l'accorderont point, et si vous ne demandez que leur estime, ils feindront encore de vous la refuser. Vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. Quand vous vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur, et ceux qui croient à votre innocence, ceux-là même vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. Allez en paix, je vous laisse la vie, mais je vous la laisse pire que la mort. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h35. L'extrait que je viens de lire est un texte de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, dans lequel Tocqueville décrit la tyrannie du conformisme. Alors effectivement, cette tyrannie, Loïc Blondiau, est peut-être plus douce, plus perverse aussi que la tyrannie du despote. Et elle a surtout pour particularité de se retourner contre l'individu lui-même sans qu'il la voie venir. Il se croit libre, en réalité, il est répudié par tout le monde, au motif d'une certaine réputation à laquelle nous tenons tous, et qui montre bien que l'opinion est reine dans la société, mais elle est reine, elle a droit de vie et de mort, en fait, sur chaque individu. Oui, c'est en fait ce que dit Tocqueville renvoie à ce que plus tard les psychologues sociaux ont vérifié, c'est-à-dire que il y a chez tout individu une peur de l'isolement, une peur de la solitude qui le conduit finalement à produire des actes et des opinions qui sont conformes à celles de la majorité. Il y a même une théorie finalement de sciences sociales, une théorie de psychologie sociale qui explique toute la mécanique de l'opinion à travers cette logique qui est la spirale du silence. Ce qu'explique cet auteur qui n'a jamais été traduite de manière très étonnante en français, qui s'appelle Elisabeth Noelle Neumann. Elle explique qu'en fait le sentiment de ne pas être majoritaire conduit les individus à ne pas oser exprimer leur opinion individuelle lorsqu'elle est opposée à celle qu'ils croient être partagée par la majorité, et donc on a une spirale finalement d'invisibilisation des opinions individuelles et qui finalement renforce par un mécanisme qui s'auto-entretient l'opinion majoritaire. Simplement, cette vision de la spirale du silence et de l'affirmation de l'opinion collective, elle bute sur deux points. Elle n'explique pas véritablement comment des opinions individuelles finissent par devenir majoritaires, parce que il y a des minorités actives qui peuvent parvenir finalement à enrayer cette logique. Et puis le deuxième élément, il y a une incertitude sur qui est en mesure de laisser penser qu'une opinion est majoritaire ou qu'un comportement est majoritaire. Et là, on renvoie à des dispositifs de pouvoir, le pouvoir de la mode, par exemple, dans le domaine des actions privées, ou le rôle que peuvent aujourd'hui jouer les médias en diffusant une impression d'opinion majoritaire qui biaise évidemment ce processus. Mais même y compris dans les réseaux sociaux, si on s'en tenait à ce qui se passait sur Twitter pendant les élections présidentielles, on aurait eu un second tour Mélenchon, Marine Le Pen, et François Asselineau aurait fait 15%.
C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et la représentation de l'opinion publique à travers ces réseaux-là n'est sans doute pas fiable à ce qui s'est passé au moment de l'élection. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reflète rien pour autant. Oui, il est clair que la récente élection présidentielle a sonné la défaite, effectivement, de ceux qui ont cru à un moment que l'on pouvait substituer carrément la métrique des opinions sur les réseaux sociaux au sondage d'opinion, et qui avait revendiqué une fiabilité plus forte. Or, ça n'est pas le cas. Alors, pour une autre raison que celle que vous indiquez, c'est-à-dire il y a une surreprésentation de certains courants extrêmement actifs qui sont capables de donner une impression de très forte visibilité et représentativité. Il y a une autre raison qui me paraît majeure en ce qui concerne notamment un réseau social comme Twitter, c'est que ceux qui s'expriment politiquement sur Twitter ne sont pas représentatifs sociologiquement de l'ensemble de la population. Il y a un vrai décalage. En fait, pas encore. Après, on verra pour les générations suivantes. Ouais. On verra, mais pour l'instant, il y a quand même un très fort déphasage sociologique, et en fait, ceux qui s'expriment sur Twitter sont ceux qui ont les prédispositions les plus fortes à s'intéresser à la politique. Alors, on parle aussi, lorsqu'on parle d'opinion, de majorité silencieuse, mais c'est le cas, effectivement, dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne fréquentent pas les réseaux sociaux. Par exemple, une des raisons qui fait que les réseaux sociaux sont puissants, c'est que des individus qui ont déjà une influence sont capables d'y être beaucoup plus visibles et suivis que d'autres. Et oui, ce qu'on a appelé la tyrannie du conformisme avec Tocqueville s'exprime à plein régime sur les réseaux sociaux, et où les minorités, disons, politiques peuvent en fait s'exprimer comme une majorité. Cette tyrannie du conformisme, peu importe, elle ne résonne pas en termes numériques. Il y a une zone d'influence qui fait qu'on ne va pas oser forcément dire quelque chose de différent que ce que nos amis vont dire à ce moment-là. Et c'est bien que le conformisme, il se reproduit de manière encore plus perverse en réalité, parce que c'est quand on croit exprimer une voix dissidente qu'on ressemble à tout le monde. C'est la citation de Nietzsche que vous proposez dans votre livre. Je crois, jadis le moi se cachait dans le troupeau, aujourd'hui c'est le troupeau qui se cache au fond du moi. Tout est dit. C'est quand l'individu pense exprimer une opinion qui lui appartient seul, qu'en réalité, il exprime sans doute l'opinion la plus publique, en tout cas la plus partagée qui soit. Oui, alors il faut un peu complexifier la situation en disant que ce que produisent essentiellement les réseaux sociaux, c'est une polarisation des opinions. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aident à la construction de camps qui s'auto-entretiennent. Et effectivement, c'est à l'intérieur de chacun de ces camps que ces mécanismes de conformisme jouent à plein. Lorsque ils ont été introduits, et de manière plus générale, lorsque le numérique a été introduit, certains avaient cru y voir la possibilité d'un espace public ouvert, de discussion, qui permettrait de voir se déployer une délibération, un échange d'arguments. Ce dont on s'aperçoit, c'est que tout au contraire, finalement, on conduit à une radicalisation. Alors, il y a une multiplicité de ces sphères politiques, de ces îlots finalement d'opinion conformes, mais à l'intérieur de chacun de ces îlots, il est sûr que le conformisme joue. Et il y a une évolution du sondage de l'opinion, non plus simplement par les sondages, c'est ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, qui permet de mesurer l'opinion. Qu'est-ce que le big data, Loïc Bondieu ? Alors le big data, c'est une forme d'utopie, d'utopie de connaissances, qui laisserait croire que l'on pourra aujourd'hui suivre, comprendre, analyser, voire même peut-être, alors expliquer, ce sera beaucoup plus compliqué, mais anticiper les comportements d'achat, d'opinion de chacun d'entre nous, par la collecte de données incroyablement nombreuses sur des populations très grande. Et en fait, d'un certain point de vue, c'est un traçage finalement des individus et une cartographie, ou en tout cas un tableau de bord de la société qui se passerait par exemple de l'étape indispensable au sondage, qui est de demander aux gens ce qu'ils pensent et ce qu'il faut faire. Et on n'a plus besoin de leur demander, on n'a plus besoin de... Mais alors comment ça marche? C'est comme dans la série Black Mirror, là, dans l'épisode qu'on entendait, où chacun note tout le monde et du coup on leur demande plus leur avis, mais il est émis systématiquement. C'est une forme de panoptique, pour reprendre les choses, où on est capable de suivre en temps
réel, un groupe, un collectif, à travers la connaissance de ces actes antérieurs, on serait capable de comprendre ce qu'il va faire et ce qu'il veut éventuellement, et une sorte de profilage collectif, mais qui se fait à l'insu évidemment de chacun d'entre nous qui avons laissé des tas d'informations et des tas de traces de nos actes passés, et donc c'est un rêve. Certains de mes collègues parlent de révolution dans les sciences sociales, c'est-à-dire que les sciences sociales qui se fondaient sur l'enquête, qui se fondaient aussi sur la construction assez compliquée de catégories sociologiques qui étaient des catégories d'analyse, n'auraient plus aujourd'hui qu'à accéder à ces données pour comprendre la société. C'est une forme d'utopie de connaissance. Et est-ce que c'est vers ça que nous allons? Est-ce que c'est, dans quelle mesure est-ce que c'est une utopie ou une dystopie, ou est-ce que c'est proche de la réalité quand même? Alors bon, moi je ne sais pas où nous y allons. Je pense qu'il y a une promesse là qui, à mon avis, est assez excessive. En tout cas, on l'a bien vu dans le domaine politique. Cette promesse de substituer les big data à des dispositifs un peu plus anciens et un peu plus robustes d'anticipation de l'opinion a échoué. Je pense que ce qui fait la force aujourd'hui des grandes plateformes qui nous gouvernent, des fameux GAFA, c'est quand même cette capacité qu'ils ont à connaître chacun d'entre nous et chacun des groupes qui constituent la société avec une précision tout à fait étonnante. Voici les résultats du sondage qui a ouvert cette émission, Luc Blandiot. Est-ce que vous êtes pour ou contre les sondages? Tout le monde répondait non, je suis contre les sondages et jamais je ne répondrai à un sondage. Et ce faisant, il répondait à un sondage. Voici donc le résultat du sondage sur les sondages de Stéphane Collaro. Voici donc maintenant les résultats de notre sondage sur les sondages. Un sondage parfaitement objectif puisque nous avons éliminé toutes les personnes qui étaient pour les sondages. À la question « Êtes-vous pour ou contre les sondages ?», 100% des personnes interrogées ont répondu qu'elles étaient contre les sondages. À la deuxième question « Vous êtes contre les sondages, mais si vous étiez interrogé pour un sondage, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou refuseriez-vous de répondre à un sondage ?» 100% des personnes interrogées ont répondu qu'elles refuseraient de répondre à un sondage, ce qui s'avère décisif et ce qui nous laissera réfléchir dans les semaines à venir. A fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça, un couteau de méfiance. Merci beaucoup Luc Blandiot d'être venu nous parler des sondages aujourd'hui. C'est un plaisir de vous entendre nous enseigner cette histoire sociale des sondages. Le sous-titre de votre livre, La fabrique de l'opinion au Seuil, et puis plus récemment, vous avez publié Le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative, toujours au Seuil. A fait ceci, a fait cela, et qu'il a dit ça.